Hello everyone. I hope everyone is doing good. So we are really happy to launch our third talk. So Active this year launches its festival in collaboration with the Amber Network Festival on this year's edition on post-digital ignorance. Amber Network Festival is taking place between the 10th March and the 16th of May 2021 at Uyun in Berlin and in the network nodes, which includes Amber Platform in Istanbul, Turkey, in Darag, Izmir, Turkey, New Media Society in Tehran, Iran, and Da Project in Shiraz, Iran, Kunaktif in Casablanca, Morocco, Bab in Khartoum, Sudan, Shahraban in Baalbek in Lebanon, Bishbek Contemporary in Bishbek, Lebanon also, and Adef between Cairo and Berlin. So all the activities will be hybrid in various locations and online at the same time. Amber 21 is taking place as a decentralized and international festival. The network nodes are a collaborative rhythm where the network members are invited. Artists are creating, and performing collaboratively, remotely along the 2-month-long festival. Amber 21 is produced by Uyun in Berlin in collaboration with Amber Platform in Istanbul and funded by the Berlin Senate's That's Culture Fund. So this talk is going to be in French. There will be a summary in English at the end of the talk, and we will add subtitles very, very soon. So Conactif tackles this theme from our context and local geographies, which is Morocco and North Africa more generally, and explores how can we decolonize this question of knowledge, ignorance, imaginaries in the post-digital era. So in this context, we welcome Salwa Luz Bolbina in this third talk, where she will talk about decolonization of epistemology, paradigms, and philosophy. Welcome, Salwa, between us, and you can go ahead. Merci Youssef pour cette présentation, c'est très intéressant. D'ailleurs, ça laisse voir que le fil de ce festival est deleuzien et rhizomique. Justement, c'est très intéressant. Alors moi, la question de la décolonisation m'a intéressée en fait sur deux plans. Sur un plan politique et puis sur un plan épistémologique. Donc je me suis intéressée à ce que pouvait signifier la décolonisation dans une perspective politique et spécialement à l'intérieur du continent africain, c'est-à-dire ce que pouvait signifier la décolonisation après les indépendances, et puis d'autre part, donc comme philosophe, et puis d'autre part la question de la décolonisation des savoirs. Et en fait, la décolonisation des savoirs m'a beaucoup intéressée dans ses marges, en fait, dans les marges de ce qui est considéré comme savoir. Parce qu'on valorise évidemment, dans un contexte européen, puis plus largement occidental, un savoir qui est un savoir académique, ou un savoir qu'on peut appeler dans d'autres langues classiques, à l'exclusion d'autres types de savoirs. Et particulièrement dans le contexte francophone, parce que le contexte francophone, c'est un contexte dans lequel les différences dites disciplinaires sont extrêmement marquées. L'image, en fait, c'est l'image du bocage. Le bocage, c'est un type de plantation et un type d'organisation en fait agricole dans lesquels les champs sont bordés de haies et donc sont séparés par des barrières. Ce qui n'est pas le cas partout et ce qui n'est pas forcément le cas justement dans le contexte nord-américain dans lequel les sujets, enfin, où les manières de les traiter sont organisées à partir des objets et non pas à partir des disciplines. Donc dans ce cadre-là, j'ai d'abord envisagé la décolonisation des savoirs je dirais de façon horizontale, c'est-à-dire en incluant, à mon sens, ce sont des éléments extrêmement importants, d'abord la littérature et ensuite les arts, et notamment les arts plastiques, mais en particulier aussi la musique, dont je dirais peut-être un mot, comme des éléments indispensables à prendre en compte
si l'on veut véritablement concevoir philosophiquement la décolonisation des savoirs. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est ce que j'ai fait dans un livre qui s'appelle Les miroirs vagabonds ou la décolonisation des savoirs, art, littérature, philosophie. Ce qui m'a intéressée, c'est justement de les inclure parce que je pense que la symbolisation, c'est le premier élément qui est important pour, du point de vue des ex-colonisés, parce que ce qui m'intéresse, c'est la perspective des descendants de colonisés, beaucoup plus que la perspective des descendants de colonisateurs, parce que je pense que les questions ne se posent pas exactement de la même façon d'un côté et de l'autre de l'ancienne frontière coloniale. Et donc, du coup, j'ai considéré que la littérature permettait de comprendre l'échappée de la désymbolisation que représente une colonisation. Une colonie, c'est un espace qui, pour les colonisés, est un espace désymbolisé, puisqu'on leur nie ce qui leur est dénié d'une certaine façon, c'est les capacités de symbolisation. Et dans les capacités de symbolisation, ce qui nous intéresse particulièrement pour la connaissance, c'est la rationalité. C'est-à-dire que je pense que plus ou moins, selon les contextes, etc., ce qui se passe, c'est qu'on a affaire de façon, je dirais, à bas bruit, quelquefois affirmé de façon plus explicite, mais à un déni de rationalité des anciens colonisés, et en particulier des femmes, bien sûr, puisque la barrière de genre est toujours introduite, comme la barrière de classe, évidemment, donc les savoirs populaires, etc. Donc cette dérationalisation, c'est une dérationalisation qui est globale. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir aussi sur un deuxième plan, c'est-à-dire un plan vertical de hiérarchie des savoirs, avec au sommet, justement, ces savoirs qui sont des savoirs qui sont, je dirais, légitimés académiquement, ce qui peut être considéré comme étant positif au regard de certains standards de scientificité, etc., mais qui, dans le même temps, exclut des savoirs véritables qui sont considérés comme des ignorances. Et donc, dans cette perspective, il y a deux choses qui m'interpellent. Il y a d'une part que l'histoire des sciences et l'histoire des savoirs est une histoire qui laisse de côté les cécités internes à ces savoirs académiques, des cécités donc qui représentent en fait des ignorances, mais des ignorances qui ne sont pas aperçues, qui sont inaperçues, ce qui veut dire qu'il faut évidemment envisager aujourd'hui l'histoire de ces savoirs d'une manière plus critique que l'histoire de ces savoirs n'a été abordée dans le passé. C'est-à-dire qu'on a tendance en fait à valoriser une histoire qu'on pourrait appeler une histoire censurée des sciences, dans la mesure où on va valoriser les découvertes et laisser de côté dans la présentation historique de ces sciences, et laisser de côté les erreurs ou je dirais presque les hallucinations, puisque quelquefois on peut se poser la question de savoir si les discours scientifiques n'ont pas relevé d'une certaine hallucination. Par exemple, je pense particulièrement à un cas qui est idéal typique, c'est le cas dit de la Vénus hottentote, puisque si je peux en dire quelques mots, ça permettra de comprendre un peu mieux ce que je dis. C'est-à-dire que la question de la Vénus hottentote, elle a ceci d'interpellant pour une philosophe contemporaine telle que je le suis, que d'avoir été considérée comment dirais-je, comme un objet de science, dans l'objet d'une science qui rapportait quand même ses caractéristiques physiques, la couleur de sa peau et les caractéristiques de ses organes génitaux à des capacités d'intelligence, de rationalité, etc. Donc, puisque lorsqu'elle est morte en 1815, elle a tout de suite été examinée avec le soutien du Muséum d'histoire naturelle à Paris par Geoffroy Saint-Hilaire, puis par Cuvier, qui ont donc élaboré, disons, les bases d'une conception racialisante en fait des êtres humains,
puisque et ce qu'il faisait, c'était de l'anatomie comparée et de la zoologie. Donc la Vénus autantote a figuré dans un manuel d'histoire naturelle avec des animaux. Donc c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on comprend bien que ça montre en fait une ignorance, mais qui est, parce qu'elle est le fait comment dirais-je, de savants qui ont des positions institutionnelles comme une forme de savoir, bien sûr. Donc on peut les critiquer de façon radicale. De l'autre côté, à l'inverse, c'est ce que j'évoquais dans cette hiérarchie des savoirs, avec au sommet ce qui serait la science et évidemment à la base ce qui serait l'ignorance. C'est que cette ignorance, elle est constituée, cette ignorance dans la hiérarchie, en fait, elle peut être constituée de véritables savoirs, mais de savoirs qui ne sont pas du tout considérés comme tels au regard des normes de la scientificité ou des standards académiques tels qu'ils ont été, tels qu'ils se sont élaborés dans un certain contexte politique, social et économique, à l'intérieur d'abord des universités européennes, puis des universités américaines notamment. Voilà ce que je voulais dire en guise de présentation. Merci beaucoup, Salwa, pour cette contextualisation en fait de ta présentation. C'est assez intéressant en fait de voir que la science en fait n'a pas été toujours savante, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de zones d'ombre et beaucoup de choses dérangeantes en fait dans l'histoire de ce qu'on appelle la science aujourd'hui, surtout la science moderne. Donc, dans ce contexte, j'aimerais te poser quelques questions. La première serait, quand vous parliez d'orientation comme une forme de joug méthodologique, car elle évalue, ne permet pas forcément l'exploration, et elle serait responsable de la colonisation, du racisme, du sexisme, etc. La désorientation peut être considérée dans ce sens comme un paradigme, une nouvelle grille de lecture du réel, une manière d'assembler du sens et donc du savoir. Comment extraire de ce paradigme ce qui nous aveugle, ce qui a perpétué une certaine forme d'ignorance? Alors moi, je reprendrai, comme je suis une philosophe qui, à certains égards, est classique dans la mesure où j'ai reçu une formation classique, je commencerai pour qu'on comprenne vraiment bien la question, enfin celle que tu poses, Youssef. Je commencerai par rappeler ce qu'était le projet encyclopédique à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'encyclopédie conçue par d'Alembert et Diderot, et surtout Diderot. Même si Diderot est un philosophe qui est très intéressant. Il faut comprendre que, en fait, ce projet, c'est un projet cartographique de la connaissance. Et qu'ensuite, on est dans une ère post-encyclopédie, mais dont les éléments cartographiques sont toujours présents. Ils n'ont pas été défaits, en fait, disons, la suite de l'histoire, des connaissances, des sciences, etc. Alors cette cartographie, elle pose un problème parce que, bien entendu, comme toute cartographie, on le sait, cette cartographie est orientée. Et cette orientation, c'est une orientation qui est dominante, exactement comme la cartographie du monde. On sait qu'il y a plusieurs façons de se représenter le monde, hein, et le globe terrestre et l'ensemble des continents et l'ensemble des pays, etc. Et donc on sait que c'est orienté avec le nord en haut, ce qui est une façon de se représenter les choses, parce qu'évidemment cette cartographie veut dire qu'il y a un sud, qui a un sens pour nous, parce que sur la carte, le sud, il est en bas. J'ai l'air de dire des choses qui sont, comment dirais-je, ou des détails, ou des choses banales, mais on voit toujours le sud en bas, on ne le voit pas en haut. Donc, comme on sait que notre perception, elle est orientée par la droite, la droite et la gauche, et par le haut et le bas, nos représentations symboliques. Ce n'est pas indifférent que le nord soit en haut. Et bon, je ne vais pas développer, bien sûr, sur la cartographie. Mais cette cartographie, bien sûr,
ou quand on pense par exemple à la cartographie telle que j'ai pu y être initiée, par exemple au sein d'un cursus français d'enseignement. Bien, au sein de ce cursus français d'enseignement, on a un centre également, et la France, et puis éventuellement la périphérie de la France, et du reste, ce qu'il y a d'intéressant, puisque la France a encore des possessions dites outre-mer, des éléments qui sont isolés et qui apparaissent autour de la France périphériquement, mais y compris lorsqu'ils sont, par exemple, qui ne sont pas des îles, mais qu'ils sont, par exemple, une partie de continent comme la Guyane, ça apparaît de façon abstraite, c'est-à-dire complètement en dehors des zones géographiques à laquelle elles appartiennent. C'est extrêmement intéressant, évidemment, parce que cette orientation, bien entendu, c'est une orientation qui a été, je dirais, comment dirais-je, c'est une orientation qui s'est construite à l'intérieur d'une histoire. À l'intérieur d'une histoire qui était une histoire de conquête, de colonies d'abord des Amériques, c'était les premières, les vieilles colonies européennes, ce qu'on appelle les anciennes, ce qu'on a appelé les vieilles colonies, puis notamment à partir de 1830 pour la France, une colonisation du continent africain, la deuxième grande vague de colonisation, et donc aussi deuxième vague d'indépendance, puisque dans les Amériques, les indépendances commencent à la fin du XVIIIe siècle et puis jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc ça donne une contextualisation en fait à cette orientation. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut renoncer à l'orientation. Ça veut dire qu'il faut complètement renoncer à l'orientation. C'est une autre manière de dire, mais peut-être plus pratiquement, qu'il s'agit de décentrer en fait nos perspectives, et décentrer nos perspectives, c'est renoncer aux cartographies. Dès lors qu'on veut cartographier le savoir, forcément, eh bien, on se retrouve dans ces problèmes liés à la cartographie, avec bien entendu l'existence de cartographies alternatives. L'idée, moi, je pense que c'est une idée plus radicale, c'est pas seulement de reprendre des cartographies et de les orienter autrement, mais c'est surtout le fait de renoncer à la cartographie elle-même. Parce que cette cartographie-là, c'est la cartographie en fait d'une domination. Ce n'est pas une cartographie qui est neutre. Et donc, c'est une cartographie qui également, bien sûr, hiérarchise. Parce que dès lors que l'on parle en termes de centre et de périphérie, on est en train de valoriser le centre, on n'est pas en train de valoriser la périphérie. Donc, en fait, pour supprimer tout centre et toute périphérie, eh ben, je considère qu'il vaut mieux complètement abandonner l'orientation. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va valoriser? Parce qu'évidemment, ça dépend de ce qu'on valorise. On sait que toute l'histoire de la pensée, c'est une histoire qui a essayé de mettre fin à l'incertitude. Parce que l'incertitude, c'est un état initial. C'est un état initial de n'importe quel être humain, je dirais, qui a un désir de savoir. Et cette incertitude, elle peut donner lieu à des croyances, bien entendu, c'est-à-dire qui ne sont pas justifiées. Je n'ai pas dit qu'elles étaient irrationnelles, mais elles ne sont pas justifiées, elles ne sont pas argumentées. Elles peuvent donner lieu à des opinions, elles peuvent donner lieu à des convictions, et elles peuvent aussi donner lieu, c'est une autre sortie, à des savoirs, mais des savoirs qui ne sont pas nécessairement, justement, considérés comme savoir. Peut-être je donnerai deux exemples. Je donnerai un exemple, en fait, qui concerne notre continent, l'Afrique. Un exemple en Côte d'Ivoire. J'ai un collègue en Côte d'Ivoire qui est à la fois professeur de philosophie à l'université et qui est, si on peut le dire dans des termes contemporains, phytothérapeute. Évidemment, comment est-ce qu'on a appelé la phytothérapie? On ne l'a pas appelée phytothérapie dans le langage colonial, on l'a appelée médecine traditionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce collègue qui est professeur de philosophie? Donc, j'insiste,
c'est-à-dire dans une formation, dans un cursus qui est pensé à l'européenne. Eh bien, il n'a pas pu immédiatement dire qu'il était phytothérapeute, ça lui aurait donné une réputation d'irrationalité. Donc en fait, ce qui m'intéresse moi, au-delà de l'anecdote, parce que bon, ce n'est pas, je dis, on pourrait le prendre comme quelque chose d'anecdotique, mais moi je le prends comme quelque chose d'idéal typique, c'est que on se retrouve face à des contradictions. On se retrouve face à des contradictions, donc la même personne pourrait en même temps être irrationnelle en tant qu'il est phytothérapeute et être rationnel en tant qu'il répond à des standards européens et plus largement occidentaux. Donc on voit que là, on a un problème de décolonisation des savoirs. Parce que comment est-ce qu'il l'a appris, évidemment, la phytothérapie? Il ne l'a pas appris à l'école. C'est-à-dire qu'on tombe sur un deuxième problème qui est celui du cursus. C'est-à-dire comment la chose lui a-t-elle été enseignée? Eh bien, elle lui a été enseignée comment dirais-je, familialement, parce qu'il allait herboriser avec son père, avec son grand-père, lequel père herborisait avec son propre père, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça s'est fait par transmission explicite d'ailleurs, pas par transmission inconsciente, ça s'est fait tout à fait, mais dans un enseignement qui n'appartenait pas à une institution reconnue dans le monde occidental. Parce que c'est pas parce que ce n'est pas reconnu dans le monde occidental que ce n'est pas reconnu nulle part. C'est bien parce que son père est herborisé, que son grand-père est herborisé, qu'on peut lui faire confiance sur sa connaissance des plantes. J'ai un deuxième exemple, c'est un exemple que je trouve aussi très significatif et qui concerne également la médecine. C'est le cas d'une herbe ou d'une plante que l'on trouve très largement dans le continent sud-américain, en particulier dans les Antilles et notamment dans les Antilles françaises. Et cette plante, elle s'appelle Neuroleana lobata. Et elle a permis de produire un médicament qui s'appelle le Virapic et qui en ce moment, à l'ère du Covid-19, fait couler beaucoup d'encre et suscite beaucoup de polémiques. Alors en fait, quelle est l'histoire de cette plante? C'est une plante qui est connue depuis les Mayas, donc c'est quelque chose qui est intégré dans la pharmacopée traditionnelle de ces pays et notamment des Antilles françaises. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit avec cette plante ainsi que d'autres plantes? C'est qu'elles n'ont pas été reconnues et intégrées dans la pharmacopée, française. La pharmacopée française n'est pas seulement une question, bien entendu, de savoir, c'est une question de loi et de règlement. Donc c'est une question politique en ces termes-là. La pharmacopée française ne reconnaissait pas jusqu'à il y a quelques années seulement les plantes qui venaient de ces outre-mer. Et notamment, et ça m'intéresse énormément parce que je vais livrer une hypothèse en fait, et notamment de 3 colonies, anciennes colonies françaises, mais depuis 1946, départements français dits d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Alors on sait que ces départements étaient d'anciennes colonies esclavagistes. Qu'est-ce qu'on sait par ailleurs dans ces colonies esclavagistes? Que les maîtres et les propriétaires d'esclaves avaient peur de l'empoisonnement. C'était la première angoisse d'un maître de plantation, c'est d'être empoisonné, et c'est d'être empoisonné parce que, évidemment, les maîtres savaient bien que les esclaves, comment dirais-je, disposaient d'une pharmacopée. Mais laquelle? Quelle était cette pharmacopée? Quels étaient les remèdes qui étaient utilisés, qui pouvaient se transformer en poison? Il y a des choses qui sont très importantes parce qu'on le voit d'ailleurs par exemple à Haïti, mais je ne peux pas développer ici. Et donc, en fait,
on peut comprendre, c'est une hypothèse interprétative, ce n'est pas une hypothèse explicative que je propose. C'est comment comprendre que jusqu'à une dizaine d'années à peu près, ou peut-être une quinzaine d'années, eh bien, les Français, donc les Français qui n'étaient pas seulement des scientifiques, bien sûr, des Français qui étaient des personnes qui décidaient de ce qui intégrait ou non la pharmacopée française, excluait par principe, et non pas par accident, 46 plantes aux propriétés médicinales qui venaient de ces anciennes colonies esclavagistes. Donc on comprend très bien que l'ancienne frontière, c'est-à-dire la frontière d'une part entre les maîtres et les esclaves, dont on sait que ces esclaves étaient déportés du continent africain. Ces esclaves n'arrivaient pas sans rien, ils n'arrivaient pas sans connaissance, ils arrivaient avec eux-mêmes, leurs traditions, etc. Même si le régime plantationnaire a cherché, bien entendu, à détruire ces connaissances, ces liens, les noms, etc. Deuxième chose, entre un centre métropolitain et les colonies. Puis troisième chose, bien entendu, entre les savoirs métropolitains qui sont considérés comme de véritables savoirs et les savoirs non métropolitains qui sont considérés comme étant dangereux et de gens qui peuvent être dangereux. Donc c'est extrêmement éloquent. Il a fallu le combat d'un activiste, un pharmacien guadeloupéen du nom de Henri Joseph. Ce pharmacien a dû prendre un avocat à ses frais pour lutter pour l'intégration de cette pharmacopée entre guillemets alternative à l'intérieur de la pharmacopée française. Sinon, il n'avait pas le droit d'exploiter ces plantes pour en faire des médicaments. Et il serait resté du coup dans le domaine entre guillemets de la sorcellerie plutôt que dans le domaine de la médecine. Il fait une énorme différence. Parce qu'à ce moment-là, ces plantes n'auraient pas été considérées de la même façon. Et donc, son activité non plus. Donc, ces deux cas montrent, bien entendu, ce qui se joue, pour moi, c'est vraiment très important, c'est-à-dire quelles sont les formes de rationalité que, par exemple, une institution est capable d'intégrer, et est-ce qu'il faut absolument qu'une institution intègre ces formes de rationalité pour que ces formes de rationalité soient reconnues. Le dernier point, c'est l'enjeu économique, puisqu'on sait qu'il y a des plantes qui ont été brevetées, des plantes dites traditionnelles, qui ont été brevetées par des laboratoires internationaux occidentaux, ce qui, du coup, empêche les praticiens traditionnels de pouvoir les exploiter sans avoir à devoir quelque chose à ces entreprises pharmaceutiques qui ont déposé les brevets de l'exploitation de ces plantes. Merci beaucoup. J'aimerais bien en fait rebondir par rapport en fait à ce que tu viens de dire et ça rejoint en fait un peu la prochaine question en fait. C'est justement en fait la frontière, disons entre le savoir populaire ou bien un savoir en fait qu'on considère disons alternatif qui n'est pas forcément académique et les frontières entre métropole et colonie, c'est-à-dire cette corrélation en fait un peu ambivalente entre les deux. Ma question, en fait, est-ce qu'il y aurait une sorte de corrélation entre un illettrisme et un savoir direct de la vie? C'est-à-dire que ces cultures, disons, ancestrales ou bien qui ne se fiaient pas forcément en fait, à la lecture ou bien à l'écriture, mais qui se fiaient plus à l'expérimentation pour savoir, par exemple, quelle plante fait quel effet. Et éventuellement, ce savoir était principalement oral et se transmettait en fait de génération en génération, pas forcément écrit quelque part. Donc, est-ce qu'il y aurait en fait un rapport entre une sorte de savoir direct de la vie, c'est-à-dire d'expérimentation, et une sorte de rejet d'écriture ou de lecture? Est-ce qu'il y a un rapport ou non? Alors, je commencerai par quelque chose qui a l'air un peu lointain, mais qui est quand même au cœur de ce sujet, c'est la question de la généalogie. Parce que
on sait par exemple, je m'exprime toujours dans le cadre que je connais le mieux, c'est-à-dire l'espace francophone et la colonisation française. On sait très bien en fait que les Français ont transformé les noms des anciens indigènes de leur colonie et ont brisé les généalogies. Sachant que ces anciens indigènes pouvaient bien entendu connaître par ailleurs leur propre généalogie. Cette généalogie, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que d'une part, une colonie, c'est une destruction des liens généalogiques. Ça veut dire qu'il n'y a plus de parents, d'enfants, de comment dirais-je, de mari, de femme, il y a des indigènes. Ils sont indifférenciés. Mais à l'intérieur de la catégorie des indigènes, il y a des gens qui connaissent bien entendu leur histoire par un biais généalogique. Et on sait que dans certaines régions du monde, ces généalogies donc ont été tellement bien transmises par la voie évidemment de la mémoire qu'elles remontaient ces généalogies et donc ces histoires à plusieurs siècles. Donc en fait, la question de l'écrit, c'est une question qui reprend quelque chose qui est assez classique, mais qui est quand même extrêmement important, je dirais, sur le sujet. C'est la question de la, je dirais pas seulement de l'écrit et de l'oral, je dirais de la mémoire morte et de la mémoire vivante. Parce que par exemple, une archive qui n'est pas traitée, c'est une mémoire morte. Elle ne vaut rien tant que quelqu'un ne vient pas en faire quelque chose. Tandis que dans la mémoire vivante, qui a évidemment, qui peut avoir ses limites, il ne s'agit pas du tout de le nier, puisque elle présente chacune des avantages et des inconvénients, eh bien, je dirais la mémorisation fait l'objet de telles contraintes aussi d'enseignement. La moindre erreur est sanctionnée, de telle sorte qu'elle ne devienne jamais, qu'elle ne puisse jamais devenir soit une mémoire erronée, soit une mémoire morte. Donc ça veut dire que la fiabilité n'est pas seulement liée, bien entendu, à l'écrit. La fiabilité, elle est liée au mode d'apprentissage. Et c'est quelque chose qui est très important, qu'on connaît évidemment, bien sûr, par exemple, dans les régions musulmanes du monde, quand il s'agit pour les musulmans qui vont à l'école coranique, d'apprendre le Coran en entier et de pouvoir réciter le Coran à la lettre, sans aucune modification du texte primitif. Donc là, on a un type de formation dans laquelle ce qui m'intéresse, c'est le type de formation, c'est pas le contenu, mais dans laquelle il y a bien un texte écrit, mais sauf que ce texte écrit, il faut l'avoir dans la tête. Parce que si on l'a pas dans la tête, eh bien, ce n'est plus un texte qui parle, c'est une mémoire morte. C'est ce qui permet de comprendre l'apprentissage de l'école coranique. Donc, je trouve qu'il y a des éléments qui sont très importants à rappeler, d'autant qu'aujourd'hui, et notamment avec le développement d'Internet, d'une certaine façon seulement, eh bien, ce qui est développé, c'est la mémoire morte. C'est-à-dire que Internet, bien entendu, c'est un réseau qui est absolument extraordinaire, puisque, évidemment, moi j'ai connu l'âge des bibliothèques où il fallait trouver les livres, etc., etc. J'ai connu l'époque où il ne fallait pas seulement, il fallait prendre des notes, on ne pouvait pas cliquer et avoir immédiatement un contenu, mais quand on clique et qu'on a immédiatement un contenu, on n'a plus besoin de s'en rappeler. La question maintenant, aujourd'hui, c'est la question de savoir quel mode d'apprentissage eh bien, Internet doit-il susciter? Parce qu'évidemment, c'est le mode d'apprentissage qui compte, c'est pas seulement la ressource,
puisque chaque type de ressource va susciter un mode d'apprentissage. C'est ça qui est intéressant dans une ère post-digitale. Parce que du coup, l'ignorance, évidemment, elle peut avoir un rapport avec l'oubli. Ça veut dire quelque chose que je n'intègre pas lorsque je dois réfléchir à ceci, ceci et cela. Donc là, on trouve un autre type en fait de problème. Je sais pas, je ne pense pas que ce problème il a été véritablement posé dans des termes épistémologiques, puisqu'on a plutôt compris, disons, Internet, pour le dire vite, comme une ressource, plutôt que comme finalement l'éclosion de nouveaux problèmes auxquels il faut trouver des types de réponses, de nouveaux types de réponses, de nouveaux types de signification, sachant que, évidemment, l'accès à Internet dépend de la question du niveau, enfin, comment dirais-je, du fait d'être lettré. Puisqu'on sait qu'il y a une grande part de la population qui ne peut pas accéder à Internet, puisque l'accès à Internet passe évidemment par les voies qui ont été développées de façon tout à fait, je dirais, hégémonique par les Européens d'abord, les Occidentaux ensuite. Et donc, on se retrouve avec un problème nord-sud qui est un problème dont on doit prendre compte sur le plan du savoir, sachant que néanmoins, on sait que dans d'autres domaines, je le dis en contrepoint, que sur d'autres plans, par exemple, le continent africain présente de plus grandes, comment dirais-je, avancées ou d'initiatives ou de pratiques novatrices qu'en Europe ou dans le monde occidental. Je réponds un peu rapidement là à la question. Oui, d'accord, merci. Donc, la première question, en fait, elle concerne plus, en fait, la science, et plus la technologie, grosso modo. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut pas parler, en fait, de science, notamment, en fait, de sciences dures sans parler de technologie. C'est-à-dire, les outils scientifiques aujourd'hui sont principalement caractérisés, en fait, par le développement technologique des outils, qui nous permettent, en fait, d'accéder de plus en plus, en fait, en profondeur à la réalité, notamment les microscopes, les lasers, les télescopes, etc. Et donc, quel rôle jouent ces technologies en fait dans l'instauration d'une certaine ignorance et d'un certain savoir, notamment à croire que le savoir ne peut se faire qu'au biais de l'outil, c'est-à-dire qu'au biais de la technologie. Accéder au réel n'est possible qu'en distanciant l'être du réel. C'est-à-dire, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui en fait dans les laboratoires scientifiques. De même avec la population dite scientifique, c'est-à-dire ce que vous venez en fait de citer en fait durant votre intervention, l'usage des technologies est inhérent à notre société aujourd'hui. Est-ce que cela ne crée-t-il pas une certaine désorientation dans le sens mauvais du terme, si je peux le dire de cette manière, c'est-à-dire de l'ignorance et ne permet pas forcément accéder au réel et à la vie? Je ne sais pas si c'est beaucoup de questions en même temps, mais... Oui, mais je vais tâcher d'y répondre. En fait, je reprendrai avec deux choses qui m'apparaissent tout à fait fondamentales pour cette question. Les deux choses, c'est d'une part que la connaissance, au sens européen du terme, a été considérée comme une forme de vision. Et donc, que ce qui a été privilégié, c'était la vision. D'autant que la vision suppose de la distance avec les objets de vision. Donc, il y a d'une part la valorisation d'un sens comme étant le sens métaphorique, disons, de la connaissance, ce qui va faire que on va pouvoir parler par exemple des Lumières pour définir la philosophie du XVIIIe siècle, ou pour la qualifier plus exactement, sachant que les Lumières, c'est les Lumières de la connaissance. Donc, on raisonne en termes de vision. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est que c'est ce qui permet, je reprends sur la question de l'anatomie que j'évoquais tout à l'heure à propos de la Vénus autantote, c'est que en Europe, excuse-moi, dans toute l'Europe, étant donné que le paradigme même de la connaissance, c'était celui de la vision, on a voulu explorer le corps humain en le voyant, en l'examinant.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de tout à fait décisif dans l'histoire de la connaissance européenne, c'est que le corps humain vivant a été nécessairement, puisqu'il fallait voir à l'intérieur, il a été conçu, traité, connu à partir du corps mort. C'est un paradoxe. C'est la dissection des cadavres qui a permis l'élaboration des connaissances anatomiques. Et l'élaboration de ces connaissances anatomiques, elle a été considérée sous un troisième prisme qui s'est développé au XVIIe siècle, c'est le prisme du mécanisme, donc de la technologie. Ça veut dire que l'idée d'un corps-machine, c'est l'idée que le corps est une espèce de machine animée. Mais pourquoi est-ce que ce corps a pu être conçu comme une machine? Eh bien parce que il était conçu comme un assemblage d'éléments tels qu'on pouvait les disséquer dans un cadavre. Donc ça donne quelque chose qui est très particulier et qui a des conséquences aujourd'hui encore. Je vais donner un exemple. On sait qu'il y a des pratiques qui ont été considérées comme des pratiques qui ne relevaient pas de la médecine et qui aujourd'hui peuvent d'ailleurs relever de l'exercice illégal de la médecine, c'est-à-dire des pratiques dites en français de massage, parce qu'on préfère le terme massage au terme de soins, comme on préfère le terme dialecte, par exemple arabe dialectal, au terme de langue, c'est-à-dire massage est une dévalorisation en fait d'une certaine pratique. Et donc en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des scientifiques européens, des savants européens, qui cherchent à montrer, en présentant des images grâce à ces instruments IRM, etc., qui ont été développés technologiquement, les effets du toucher sur l'être humain et notamment sur le plan neurologique. Parce que les Européens considèrent que si on ne voit pas l'effet, on ne peut pas savoir qu'il y a un effet de ces massages sur le corps humain. Je parle de recherches qui sont des recherches contemporaines. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Européens qui se pensent toujours à la pointe, ou les Occidentaux, qui se pensent à la pointe du savoir, ont ignoré, non pas seulement pendant des siècles, mais pendant des millénaires, des pratiques qui se fondaient sur autre chose. Elles se fondaient sur l'examen du corps vivant. Et comme elles reposaient sur l'examen du corps vivant, elles reposaient sur le toucher. On n'a pas besoin du toucher avec un corps mort. On a besoin du toucher avec un corps vivant. Donc, le paradigme est complètement différent, le paradigme du toucher, le paradigme du contact, en fait, il est complètement différent parce qu'alors, on envisage le corps non pas comme une disposition d'organes, mais comme un ensemble, en fait, de flux et de circulation, qu'on peut nommer par exemple comme étant les méridiens, mais de flux et de circulation, évidemment, qui ne sont pas du tout intégrés dans les savoirs européens et occidentaux. Donc là, on a bien compris qu'on a évidemment un paradigme hégémonique, celui qui fonde par exemple la chirurgie, qui est très intéressant, parce que la chirurgie, elle repose bien entendu sur cette conception européenne du corps humain à partir du cadavre, de la dissection, etc. Ce qui a du reste donné lieu à un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler des œuvres d'art, entre guillemets, c'est-à-dire que aux figures anatomiques faites de cire qui étaient présentées ensuite dans les écoles de médecine parce que on ne pouvait pas montrer à chaque fois à des étudiants en médecine, on ne pouvait pas montrer des cadavres. Et il fallait énormément déjà de cadavres pour construire une cire anatomique.
Donc en fait, là, on a quelque chose qui est extrêmement important. On a un énorme fossé entre une chose qui est ignorée d'un côté, tandis que, et c'est ça qui est intéressant, le contraire n'est pas vrai. Par exemple, en Chine, la Chine a tout à fait absorbé le paradigme occidental et ses connaissances, mais l'Europe n'a pas absorbé le paradigme chinois et ses connaissances. Elle ne l'a pas pleinement absorbé. Elle a besoin de le vérifier. Et l'idée même de cette vérification par les moyens technologiques et par la vue doit nous interpeller. Est-ce que c'est le seul moyen de validation qu'on puisse trouver dans la connaissance du corps humain? Affirmatif. En fait, j'aimerais juste ajouter en fait un truc par rapport à la Chine, c'est-à-dire que la Chine, en fait, c'est-à-dire ils ont absorbé en fait le savoir, disons, occidental et ils ont laissé en même temps en fait leur savoir, disons, ancestral. C'est-à-dire ça coexiste en fait. Ils ont en fait des centres en fait de recherche de médecine, disons, alternative. Et ça n'a pas besoin en fait de passer par des moyens en fait de vérification dits scientifiques dans le sens occidental du terme. Il se trouve qu'en Chine, il y a des centres dits de médecine chinoise, des Voilà. hôpitaux de médecine chinoise. Donc en fait, Basé il y a sur ces deux types. Mais c'est ce que j'appelle, moi, de façon un petit peu métaphorique encore, c'est ce que j'appelle le bilinguisme. Le bilinguisme n'est pas le fait des Occidentaux. Le bilinguisme, il est le fait des gens du Sud. C'est-à-dire que, par exemple, un Marocain va à la fois parler arabe et français, tandis qu'un Français ne parlera pas de façon, je dirais, populaire, enfin de façon majoritaire, eh bien, ni l'arabe, ni forcément l'anglais, ce qui ne sera pas le cas du Marocain. Mais dans le même temps, il y a aussi le savoir local, qui sera celui de la personne qui habite dans ce pays, qui n'aura pas été détruite, parce qu'en fait, ce savoir n'a pas été détruit, malgré les tentatives de destruction et les tentatives d'évaluation, il n'aura pas été détruit, et c'est une forme de bilinguisme. C'est la raison pour laquelle je donnais l'exemple, évidemment, de mon collègue ivoirien. Parce que je dirais, sur le plan de la connaissance, mon collègue ivoirien est bilingue. Alors D'accord. qu'il va discuter Donc, avec des gens qui ne le seront pas dans le contexte européen ou occidental. donc, je pense en fait que c'est majoritairement en fait dû à la colonisation, je pense. C'est-à-dire que quand tu es bilingue, en fait, tu t'appropries plus ou moins en fait la langue du colon, en quelque sorte. Je pense que c'est principalement Oui, mais à cause alors, la question, c'est est-ce qu'on se l'approprie à son propre bénéfice ou à son détriment? Le mode colonial, c'est qu'on s'approprie la chose à son détriment, dans l'autodévaluation. De ce que l'on est, de ce que l'on sait, de ce que l'on peut. Donc on retrouve les éléments, évidemment, politiques, je dirais, noséologiques ou épistémologiques, et puis existentiels. Tandis que la décolonisation, c'est bien sûr qu'on se l'approprie, mais à son propre bénéfice, et avec les transformations que les modèles supposent, notamment dans l'évaluation des modèles. Parce que le problème, en fait, lié à la décolonisation, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces modèles, c'est-à-dire quel est l'usage qu'on fait de ces modèles. D'abord, est-ce que ce sont des modèles et quelle est la distance que l'on prend à l'égard de ces modèles? Moi, je ne suis pas en train de dire, bien entendu, qu'il faut développer des alternatives. Je pense que l'alternative, si on dit ou l'un ou l'autre, l'alternative est une très mauvaise façon de penser les choses. Parce que c'est une manière de les simplifier, du type j'oppose la médecine traditionnelle à la médecine dite occidentale, ça n'a pas de sens. Et par exemple, Henri Joseph n'a jamais, évidemment, s'il a l'appendicite, il va aller se faire opérer. Donc, le fameux Henri Joseph dont je parlais, ce pharmacien guadeloupéen. Donc, il est bien évident que ce n'est pas ça, c'est l'articulation et surtout l'horizontalisation en fait des questions. Parce que cette orientalisation, c'est ce qui nous fait sortir et ce qui nous fait
sortir du cadre colonial, de la colonialité, j'entends. Je ne parle pas du cadre colonial au sens de l'ancienne colonie, surtout quand on est dans des pays post-indépendance, mais c'est ce qui nous fait sortir de la colonialité de ces cadres et de nous émanciper en matière de savoir. Et ça, c'est un très grand enjeu. C'est un très grand enjeu parce que ça suppose des modifications, des innovations, des initiatives et forcément des transformations. Ça veut dire que je considère que la décolonisation, c'est un processus qui est un processus de changement, c'est un mouvement. Mais ce qui m'intéresse et que je n'ai pas dit pour commencer, mais qui est lié à ce que je disais pour commencer, c'est que, en fait, en Europe et plus largement dans le monde occidental, la question des brevets le montre, c'est que la connaissance est pensée comme un capital, elle n'est pas pensée comme une circulation. Alors que moi qui ai travaillé, par exemple, et qui ai notamment dirigé 2 numéros d'une revue sur la migration des idées, je considère que la connaissance, c'est une circulation. C'est non seulement ce que l'on produit, mais c'est ce que l'on est capable de recevoir, venant d'ailleurs et venant des autres, quels que soient ces autres, c'est-à-dire des autres qui sont indifférenciés. Et c'est quelque chose qui est très important. Je dois dire que j'ai été rendue sensible à cela parce que je le dis sur un plan personnel, mais ça permettra de comprendre que l'expérience individuelle a quand même du sens dans les questions théoriques que l'on peut se poser. C'est que l'Algérie indépendante en 1962, n'ayant que très peu de médecins, puisque évidemment la colonie ne favorisait pas l'éducation, l'éducation y compris universitaire, des indigènes ou des dits français musulmans à partir du moment où les indigènes sont devenus français musulmans. Et qu'a fait le gouvernement algérien? Eh bien, le gouvernement algérien s'est tourné vers le gouvernement chinois qui a envoyé des médecins chinois. Les premiers médecins ont été des médecins chinois en Algérie. Ça montre qu'il y a des circulations aussi post-indépendance qu'il faut interroger. Quel est l'effet de ces pratiques, etc. C'est un type de travail qui n'a pas été fait. Je ne suis pas en train de dire « Ah, quelle bonne idée, c'était la solution ». Je suis en train de dire que, évidemment, dans ces pays, il y a des questions qui se trouvaient posées et que les réponses à ces questions doivent nous interroger, qu'il devrait y avoir des histoires qui sont faites, par exemple, des histoires par des historiens. Une histoire de la médecine, par exemple, je ne sais pas, moi, en Afrique du Nord, après les indépendances ou des choses de ce genre. Moi, je serais très désireuse de lire des choses comme ça et d'apprendre des choses qui me permettraient de mieux concevoir la décolonisation des savoirs. D'accord, donc on passe à la prochaine question. Par rapport à la question en fait de l'ignorance, c'est-à-dire entre une certaine ignorance primaire qu'on peut considérer comme ne pas savoir écrire et lire, et l'absence d'assimilation des savoirs, c'est-à-dire incompréhension et désintégration du savoir, et la non-appréhension des perspectives et des paradigmes, c'est-à-dire ne pas voir au-delà de sa bulle subjective, peut-on parler d'une hiérarchisation des ignorances à l'ère post-digitale? Si oui, comment? Alors la chose qui est intéressante, c'est qu'il y a toujours plusieurs formes d'ignorance. Et l'ignorance absolue n'existe pas. Parce que l'ignorance absolue, c'est un fantasme de la virginité, en fait, de la terre vierge. Et on partirait de l'ignorance absolue, et puis petit à petit, comme ça, on se développerait, on aurait... Alors qu'on a des formes d'ignorance qui se manifestent, par exemple, par des résistances. Des résistances internes qui font que nous savons quelque chose, mais nous ne le savons que par ailleurs. Ça veut dire c'est comme un savoir mort. Autrement dit, c'est quelque chose dont je ne vais pas faire usage parce que les barrières internes m'empêchent d'en faire usage. Dans les processus d'apprentissage, moi, comme j'enseigne évidemment la philosophie, je peux vraiment l'observer. On peut l'observer chez les autres, on peut l'observer en soi-même, bien entendu. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que toutes les ignorances ne se ressemblent pas. Mais en même temps, il y a toujours de l'ignorance. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est ce que j'évoquais en parlant, par exemple, d'une certaine cécité. Parce que, par exemple, si je considère que la médecine chinoise, ce n'est pas véritablement de la médecine, mais c'est du massage, eh bien, ce que j'exprime, c'est une résistance
et une forme de cécité. La résistance et la cécité sont liées. Si je dis cécité, il est bien clair que je m'exprime dans le cadre du langage européen dans lequel la connaissance est une lumière. Donc, si je dis cécité, ça veut dire que, évidemment, je ne vois rien. J'ai un aveuglement, en fait. Et ces aveuglements sont importants. Maintenant, il y a une deuxième question qui m'apparaît tout à fait centrale, et notamment dans le continent africain. Dans le continent africain, la question qui se pose, c'est la question des langues. C'est la question des langues. Alors, pour la poser, je vais faire un détour. Et je fais faire un détour par une question qu'on trouve posée. Il suffit de faire justement une petite recherche sur Internet. Et on va voir quel est le langage de la science. Et notamment en anglais. Et qu'est-ce qu'on va voir comme réponse? C'est très intéressant. C'est que l'anglais, aujourd'hui, c'est le langage de la science. L'anglais qui est considéré comme un langage dominant, et parce qu'il est considéré comme un langage dominant, est considéré comme un langage universel. Donc, il y a quelque chose là qui doit nous interpeller. On sait que dans le passé, le grec, par exemple, pour les Romains, a pu être considéré comme une langue savante. Ce qui fait qu'il y a des textes qui ont été publiés en grec puisque c'était une langue qui se différenciait de la langue familière. Ensuite, le latin a pu être considéré comme une langue savante puisque le latin était différent des langues parlées en Europe, etc. Puis ensuite, c'est devenu le français qui a été un peu la langue de la science, etc. Et puis petit à petit, il y a eu une diversification. Dans le monde arabophone, on connaît la différence entre le darija, c'est-à-dire la langue pratiquée, c'est-à-dire le marocain, l'algérien, l'égyptien, le libanais, etc., le soudanais, etc., et puis la langue dite classique ou la langue standard, c'est-à-dire classique modernisée, qu'on a conçue en fait à partir de la langue arabe originelle fixée dans le Coran, à partir de laquelle on a développé une grammaire, une orthographe, enfin, etc., une façon d'écrire et tout le reste. Donc là, on a déjà un problème. On a déjà un problème tout simplement parce qu'aucune langue ne peut prétendre à l'universalité. Aucune langue ne peut prétendre à l'universalité, mais pourtant, dans le domaine scientifique, au sens large des domaines scientifiques, et au sens de la science académique, bien entendu, définie académiquement, eh bien, aucune connaissance quasiment ne peut accéder véritablement au statut de connaissance scientifique si elle n'est pas formulée en anglais. Donc, ce qui est demandé, en fait, aux non-anglophones, c'est de devenir anglophone. Donc, on voit très bien, en fait, que la question d'ordre épistémologique se transforme en question politique. Parce que la question de la langue, c'est une question politique. C'est une question politique puisque certains qui sont déjà polyglottes, par exemple en Afrique, qui sont polyglottes, mais qui ne seraient pas, par exemple, anglophones, n'accéderaient pas, évidemment, à cette reconnaissance scientifique. Du reste, ça vaut largement, et c'est un des problèmes, en fait, du français aujourd'hui, qui est aujourd'hui qui est une langue dominante relativement à d'autres langues, mais une langue dominée relativement à l'anglais, eh bien, l'usage du français, qui apparaissait comme un moyen d'accès, en fait, au centre, ne l'est plus aujourd'hui. Et dans les pays francophones d'Afrique, eh bien, le français apparaît plus comme un handicap que comme un atout, puisque les recherches menées en français sont très largement et très directement sous-évaluées par rapport aux recherches menées en anglais. Et je ne parle pas seulement, bien entendu, des sciences dites sciences de la nature ou sciences dures. Je ne parle pas seulement des sciences sociales, je parle du savoir en général. Il n'y a qu'à voir qui sont les intellectuels du continent
qui sont internationalement reconnus. Les intellectuels du continent qui sont internationalement reconnus sont tous anglophones. Donc quel est le problème à l'intérieur de l'Afrique? Bien sûr que les gens ont une langue. La question, elle s'est trouvée posée au Maroc. Dans quelle langue est-ce qu'on va enseigner? Quel est l'arabe? Dans quelle langue? D'ailleurs, est-ce qu'il est possible d'enseigner en darija ou est-ce qu'il faut enseigner dans l'arabe standard? Je préfère dire standard plutôt que classique parce que bon, cet arabe des journaux, des médias, etc., c'est quand même pas exactement, heureusement d'ailleurs, l'arabe classique qui correspond plus au latin qu'à une langue qui pourrait être parlée quelque part. Mais d'une certaine façon, qui est-ce qui s'exprime à part dans ces circonstances, qui est-ce qui s'exprime en arabe standard? Je veux dire, si ce n'est officiellement, je veux dire. Et donc, le cas du continent africain, c'est un cas qui est très intéressant parce que c'est un cas de très grande fragmentation linguistique. Ces langues locales, elles ont été totalement dévaluées colonialement puisqu'elles ont toutes été considérées comme des dialectes. Elles ne sont pas nécessairement des langues véhiculaires. Bon, le swahili, c'est quand même une langue véhiculaire, mais ça, c'est plutôt la partie est de l'Afrique. Donc, elles ne sont pas toutes des langues véhiculaires, et puis elles ne sont pas toutes des langues qui sont reconnues comme des langues officielles, encore moins des langues d'éducation, de culture, d'enseignement. Donc, comment est-ce qu'on pense les choses dans cette perspective? Est-ce qu'on renonce à lutter contre l'hégémonie, c'est-à-dire ici l'hégémonie de la dite langue universelle de la science, qui est l'anglais, ou est-ce que, et on comprend bien que c'est un combat politique, on comprend bien que c'est évidemment un combat politique, ce n'est pas un combat scientifique. Sachant que, bien entendu, eh bien, cette hégémonie de l'anglais, elle s'appuie sur la richesse de certaines institutions académiques, universitaires, laboratoires de recherche, etc. Et non pas sur leur pauvreté. C'est-à-dire que l'anglais comme langue entre guillemets universelle de la science, eh bien, cet anglais, il repose sur la richesse des États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on a une problématique de richesse et de pauvreté, on a une problématique d'égalité, mais à l'intérieur des savoirs. On ne peut pas considérer que l'égalité, c'est juste un problème social. L'égalité n'a jamais été uniquement un problème social au sens étroit de social, c'est-à-dire uniquement au sens des différentes classes. Ce qui se passe, c'est comme quand on parle de culture, est-ce qu'on en parle d'une façon qui est ethnologique, au sens où il y aurait une culture marocaine, par exemple, ou une culture arabo-musulmane, et au sens de la culture, c'est-à-dire des gens qui sont très cultivés, des gens qui sont moins cultivés dans une société donnée. Ce qui me permet de dire, c'est un petit point, mais c'est un contrepoint à ce que je dis, c'est que je dis aussi que la colonie repose sur la négation de la société dans un territoire donné. Parce que si on dit société, on va dire alors qu'il y a des gens cultivés. Or, la colonie n'est pas considérée comme un espace social, c'est-à-dire que tous les indigènes sont plus ou moins confondus, y compris dans leur culture, puisqu'elle est réduite à quasiment à néant. Et le plus populaire est considéré exactement de la même façon que le plus cultivé, c'est-à-dire que la tradition savante, elle est détruite par sa négation. Alors c'est plus ou moins vrai selon les cas, mais par exemple, bon, le cas de l'Algérie ici est tout à fait idéal typique, puisque les traditions savantes ont été systématiquement détruites dès le début de la colonisation française. D'accord, merci beaucoup pour cette riche réponse. On passe à la dernière question qui se rapporte plus à la décolonisation des ignorances, si l'on peut dire. Donc, décoloniser les savoirs se réfère à multiplier les sources, les généalogies, les histoires, les géographies, à renouer avec ce pharmacon mi-poison, mi-antidote, au savoir ancestral des populations autochtones. Or, qu'en est-il de décoloniser les ignorances? Faut-il voir à l'intérieur des plis, vers nos zones d'ombre, à apprendre de ce qu'on ignore, à nager au sein de son inconscient pour dénouer, renouer, voire méditer dans le sens spirituel du terme, ignorer les contenus de son intellect et son affect, c'est-à-dire se vider.
Alors, je parlais, je parlais d'égalité. C'est important. Moi, j'ai donné des noms, le nom de personnes qui ne sont pas connues. Elles ne sont pas starifiées, elles ont une, comment dirais-je, une reconnaissance locale, mais elles n'apparaissent pas forcément dans un moteur de recherche en première importance. Le biais que produit Internet, c'est un biais qui est lié aussi non seulement parce que Internet appartient à un système néolibéral. Dans ce système néolibéral, il a pour effet d'augmenter, on le sait d'ailleurs sur le plan économique, d'augmenter les inégalités, de les creuser. Alors dans le domaine intellectuel, c'est la starisation. C'est-à-dire sur une question, on va voir apparaître par exemple des noms liés à des énoncés, bien sûr, qui vont apparaître en premier et qui vont laisser évidemment, il faudrait que la personne qui accède à Internet, enfin qui surfe, comme on le dit sur Internet, aille beaucoup, beaucoup plus loin dans les réponses pour trouver autre chose que ce qui est médiatiquement le plus connu. Donc ça, c'est un biais. C'est un biais qu'on connaît déjà, par exemple, parce que il se trouve que, comme par un hasard funeste, je veux dire par là que ce n'est pas une coïncidence, ou qu'au contraire c'est une coïncidence qu'il faut interroger, ce ne sont pas des noms de femmes qui apparaissent en premier. Ça veut dire que, par exemple, si on pense à un univers digital, cet univers digital, c'est non seulement un univers qui est structuré selon le mode néolibéral de structuration des entreprises, mais non seulement sur la starisation liée à la médiatisation, etc., mais bien entendu sur toutes les inégalités d'abord de genre. C'est la première inégalité au monde, l'inégalité de genre. C'est pas la deuxième, la troisième, la quatrième ou la cinquième, c'est la première. L'inégalité de genre, l'inégalité de classe, l'inégalité de race. Et donc, je n'ai pas dit dans un ordre décroissant, mais je veux dire par là que la première inégalité majeure, c'est l'inégalité de genre. Ce qui fait que, bien entendu, il y a une reproduction ou une répétition du système, on sait ce que c'est que la reproduction, et qu'il est très difficile, il est encore plus difficile aujourd'hui de casser cette reproduction qu'à l'ère prédigitale. Parce qu'à l'ère prédigitale, bien sûr, il y avait des espèces d'églises ou de forteresses du savoir, mais qui n'écrasaient pas, en fait, l'ensemble des activités locales, puisque là, nous passons du local au global. Nous sommes passés du local au global. Sur le modèle de ces tours, de ces châteaux et de ces églises. Et donc, nous avons des tours, des châteaux, des églises, autrement dit des big companies, comme on pourrait le dire. Et ces big companies, elles sont académiquement et médiatiquement conçues. Et ça donne, par exemple, dans le classement des recherches, et donc le classement des universités, et donc le classement des chercheurs, le nombre de fois où les personnes sont citées. Et donc là, on voit très bien comment, évidemment, ce qui était censé desserrer l'étau ne fait que le resserrer. Ce qui fait que, par exemple, un chercheur, je ne sais pas, marocain génial, sera largement ignoré et ses recherches pourront être du reste plagiées, parce qu'évidemment, le risque, c'est le plagiat. Le plagiat des gens les moins connus par les gens les plus connus, on sait que c'est une pratique fréquente qui est liée précisément à cet accès au top 5, top 10, top 20, ce que vous voudrez, dans la hiérarchisation, en fait, à dire vrai, la hiérarchisation Google, hein, la googlisation de la hiérarchisation, ou la hiérarchisation de Google, et donc lutter contre ce type de hiérarchisation devient très difficile. Alors évidemment, on peut toujours individuellement se montrer un peu actif, par exemple,
en citant des femmes, en citant des gens du Sud, en citant, etc., etc. Mais ça ne suffira pas, ça n'aura qu'une portée locale. En fait, il y a des choses à mettre en cause, et il y a des choses à mettre en cause publiquement, et bien entendu, ce ne sont pas ceux qui bénéficient du top 50 qui peuvent mettre en cause ce type de choses. Parce que s'ils mettent en cause ce type de choses, eh bien, ils détruisent en fait les privilèges qui leur sont donnés par cette hiérarchisation. Et c'est très difficile, c'est la raison pour laquelle on n'est pas encore sorti d'un système sexiste de la connaissance. Il faut quand même le dire. Et donc, moi, ces systèmes sexistes de la connaissance auxquels je suis extrêmement sensible et qui, de toute façon, va me dévaluer a priori, uniquement comment dirais-je, uniquement sans rien faire, je veux dire passivement. C'est ça qui doit être compris dans la reproduction d'un système ou dans son aggravation, c'est qu'il n'y a rien à faire pour qu'il se reproduise. Il y a beaucoup à faire pour qu'il ne se reproduise pas, c'est le principe d'inertie. Hein, le principe de continuation du mouvement. Donc, il n'y a rien à faire pour que le système se reproduise. Il y a tout à faire pour que le système change. Et donc, ça demande forcément, ça exige forcément des mouvements qui sont des mouvements collectifs. Alors, ce qui y avait d'intéressant, je trouvais, par exemple, c'est des initiatives, bon, toujours dans le domaine de la médecine, parce qu'elles n'apparaissent pas, par exemple, dans le domaine de la philosophie. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'est lorsque les Brésiliens, par exemple, ont décidé de fabriquer leurs propres produits sans se soucier, par exemple, des brevets en telle et telle matière, par exemple, pour lutter contre le VIH ou des choses de ce genre. Sinon, évidemment, on est strictement en prise avec l'hégémonie, directement. Donc, quels sont les moyens de s'émanciper de ces canons hégémoniques? On comprend que, en fait, la création, je pense que par exemple, moi ça me semble, même si on sait bien qu'on ne peut pas, comment dirais-je, changer comme ça l'ordre du monde, mais que cette plateforme, en fait, Cunatif, eh bien, cette plateforme est un des éléments qui permet de publiciser des initiatives qui sont des initiatives, je dirais, anti-hégémoniques. Je préfère d'ailleurs anti-hégémonique à alternative, parce que si on dit alternative, on dirait qu'on est dans l'horizontalité, mais on n'est pas dans l'horizontalité. On aimerait être dans l'horizontalité, mais on reste dans la verticalité. Réellement, j'entends, dans l'expérience. Mais comment est-ce que tu peux expliciter ce dernier point en fait? C'est-à-dire comment, c'est-à-dire quoi qu'on essaie d'être dans l'horizontalité, on demeure toujours dans la verticalité. Comment ça Mais veut dire parce que quoi? ce n'est pas nous qui décidons de l'horizontalité. C'est pas nous qui décidons de l'horizontalité, c'est que quand on voit que, par exemple, je sais pas, moi, je vois des publications de philosophie, c'est particulièrement net dans la philosophie. Quand je vois des publications de philosophie et que je vois que, par exemple, je sais pas, les philosophies dites postcoloniales ou décoloniales comprennent des bibliographies qui sont encore presque exclusivement qui sont complètement genrées, y compris quand elles sont effectuées par des femmes, et qui laissent de côté le travail de femmes philosophes, à tel point que l'UNESCO a décidé de créer un réseau de femmes philosophes tellement les femmes philosophes étaient ignorées, eh bien, ça doit nous interpeller. C'est pas parce que je l'ai décidé, c'est parce que je me trouve dans un cadre qui est celui-là. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du système en fait qu'on ne doit pas reproduire et qu'on fait dans notre mieux en fait pour démanteler si l'on peut dire. Et alors, c'est pour ça que je dis qu'en fait, ce qui m'intéresse, en fait, c'est dans la question des plis, c'est que, évidemment, il y a des plis. Il y a des gens qui vont dire, mais moi, je ne suis pas du tout sexiste, mais leur pratique va l'être. Inconsciemment, On n'a pas disons. besoin de déclaration. Il n'y a pas besoin de déclaration d'intention pour être sexiste. Il y a juste à laisser faire ce qui existe.
sans Donc ça aucune se passe en action fait de manière, particulière. donc ça se Ben, passe de manière inconsciente. ça se passe de façon non su, c'est un élément d'ignorance. Voilà. Là, il y a une très très grande ignorance. Comment déconstruire en fait cela? C'est-à-dire, selon vous, en fait, comment on peut déconstruire en fait cette forme d'ignorance que les gens en fait se disent ceci et qu'en vérité en fait ils le sont pas, c'est-à-dire que parce qu'en fait ils ont inculqué à partir de leur éducation, de leur environnement, etc., des éléments auxquels ils sont en train de reproduire de manière disons inconsciente. Comment on peut déconstruire ou essayer de déconstruire en fait ces éléments-là, selon vous? Ben, en fait, je crois que une société produit toujours quelque chose qui est la déliaison. Une société, ça repose sur le lien social. Mais ce lien social, évidemment, c'est pas un lien tel qu'on peut le concevoir. C'est un lien qui est aussi, qui contient aussi des déliaisons. Par exemple, je peux considérer, mettons, si j'étais un homme, que bon, la question des femmes, elle ne me regarde pas spécifiquement, que je ne suis pas une femme. Donc on comprend très bien que quand on introduit la question du genre, on sait qu'il y a une déliaison qui s'effectue à l'intérieur de la société, y compris quand il y a des liens sociaux, donc qui ne sont pas de même nature, bien entendu, de même consistance, ce qui veut dire qu'une société comprend des contradictions. Quelque système que ce soit comprend des contradictions. Ces contradictions, on a l'habitude, dans notre existence quotidienne, on a l'habitude de ne pas les apercevoir, c'est-à-dire de faire comme si elles n'existaient pas. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on se rend compte de la contradiction, ben, on va avoir quand même besoin de la résoudre. Parce que la contradiction, c'est une interpellation, en fait. C'est la raison pour laquelle moi, je suis très, très hypersensible aux contradictions. Je pense qu'un système colonial repose sur des contradictions, que, etc., etc. De quelque système que ce soit, comprend des contradictions. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est là où la philosophie, je trouve, est très intéressante, parce que la philosophie, en principe, oblige toujours à réfléchir sur soi-même, en fait, à faire retour sur soi pour voir si justement il n'y a pas une contradiction inaperçue, c'est-à-dire ignorée, qui viendrait déranger le propos que l'on est en train de tenir. Donc on sait que ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très ancien, c'est ce qui permet de comprendre qu'il y ait des procès qui étaient intentés à des philosophes. Et pas seulement un seul, pas le premier qu'on connaît, c'est-à-dire le procès de Socrate. Je rappelle que Socrate, il se considérait lui-même comme un temps social, c'est-à-dire un insecte qui vient piquer les gens, il vient les piquer, et la piqûre est désagréable. La piqûre, qu'est-ce que c'est cette piqûre? C'est la piqûre de la contradiction. Donc en fait, dès lors que l'on veut formuler des choses, non pas sur le plan des problèmes, mais sur le plan des solutions, ce qui est valorisé socialement. Quelqu'un apporte une solution et dit voilà, j'ai tel problème, mais je vous donne la solution. Eh bien évidemment, socialement, c'est valorisé. On se dit tiens, voilà, comme ça, on va retrouver notre état de tranquillité objective et subjective. Je dis objective et subjective et tranquillité tout avec guillemets. De tranquillité, c'est une tranquillité relative. Et je peux continuer à vivre et à bénéficier de ce dont je bénéficie, ou à ne pas bénéficier de ce dont je bénéficie, mais si possible en y consentant. Parce que ce qu'on attend des dominés, c'est toujours leur consentement. On attend des dominés, ce qui est attendu par les dominants des dominés, c'est le consentement à la domination. Parce que ce consentement vaut blanc-seing. Donc moi, si je consens par exemple à la bibliographie, ben je consens à ma domination, donc je ne consens pas à la bibliographie. Même je m'oppose à ce type de bibliographie, que je vois se répéter indéfiniment dans les appels à colloques, etc., dans des choses, dans des lieux où tout le monde me dit, mais moi je décolonise tout, je ne tiens compte d'aucun genre, d'aucun ceci, d'aucun cela. La deuxième contradiction, c'est pas seulement entre ce que l'on dit et ce que l'on dit, c'est entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ça veut dire qu'évidemment, la décolonisation, c'est pratiquement qu'on la voit.
et y compris dans la pratique théorique. Je ne veux pas dire que pratiquement c'est l'expérience quotidienne, c'est dans la pratique théorique de quelqu'un. Quand je vois, par exemple, moi ça me sidère, je suis désolée, je dois le dire, des collègues que j'estime vraiment pour leur qualité intellectuelle, pour leur investissement, pour leur talent, pour leur intelligence, et qui n'évoquent jamais des questions de genre dans leurs livres, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas le comprendre parce que c'est comme si mon existence était niée. Quand je dis mon existence, je dis mon existence non pas en tant que Céloaliste Boulbina, mais en tant que femme, c'est-à-dire l'existence de toutes les femmes qui est niée. C'est quelque chose qui est quand même, qui doit véritablement interpeller. Et je ne peux que m'opposer, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que l'opposition va donner, l'opposition n'est pas une solution. L'opposition n'est pas une solution. C'est simplement la marque d'une absence de consentement à une domination. C'est uniquement ça. Donc c'est une forme d'affirmation de soi en fait. Et l'affirmation de soi, c'est la première chose que l'on peut faire évidemment quand on est en train soit de critiquer un système d'hégémonie, soit d'inventer des formes non hégémoniques, par exemple, de savoir, etc. Merci beaucoup. Slwa began with an introduction where she defined decolonization and the importance of decolonizing knowledge. For her, the colony is a desymbolized space. The rationality of the formerly decolonized, especially women, is still denied. The history of knowledge needs to be viewed more critically because ignorance added to institutional power gives us a form of knowledge. So the first question was about how orientation as a form of methodological yoke, because it evaluates, does not allow for exploration, and would be responsible for colonization, racism, and sexism. So can disorientation be seen in this sense as a paradigm, a new grid for reading reality, a way of assembling meaning and therefore knowledge? And to answer this question, Slwa evokes the encyclopedic projects of the 18th century, which is a cartographic project of knowledge whose elements are still present. So cartography gives rise to a north-south orientation from which we must renounce and decentralize our perspectives. Slwa posits that there is a border between masters and slaves and between metropolitan knowledge and the knowledge of the colonized that is considered dangerous or invalid. She also talks about frontiers. So the second question was about how the correlation that she makes between the frontiers of popular knowledge and academic knowledge, and the frontiers between metropolises and colonies. So the question was, would this simply imply that indigenous knowledge is a direct knowledge of life based on experimentation and not on intellectualization? That is, would there be a correlation between illiteracy and the direct knowledge of life? So she talks about the correlation made between illiteracy and direct knowledge of life, and how indigenous people are people who know their history, and that there is a dead memory, unprocessed archives that are developed in this digital age by internet. So the third question was about how we cannot talk about science today without talking about technology. So scientific tools like microscopes, lasers, and telescopes are the spinal cord of the so-called hard sciences. What role do these technologies play in the establishment of a certain ignorance, in particular to believe that knowledge can only be done through the tool of technology? To access the real is only possible by distancing the being from the real. In the same way, with the so-called non-scientific population, the use of technologies is inherent to our society today. Does it not create this disorientation, ignorance, and does it allow to access the real?
to life. So Silwa talks about how European knowledge is linked to vision, which creates a distance with the objects of vision. In medicine, for example, one examines a dead body to explore the living body. This is why the West sees the body as an animated machine. They see the body not as a flow and circulation, but as an arrangement of organs. So for thousands of years, scientists have ignored the experiences of the South with the living bodies. For them, if we do not see the effect, it is because it does not exist. So this verification of knowledge must challenge us. We must articulate and horizontalize knowledge, which is for Silwa, knowledge is a circulation and not a capital as Europeans see it. So the fourth question was about primary ignorance and the absence of assimilation of knowledge and the non-apprehension of perspectives and paradigms. So the question was, can we speak of a hierarchy of ignorance in the post-digital era? She begins by reminding us that English, which is a so-called universal language and which is precisely the dominant language, is the language of science today. So for Silwa, no language can claim to be universal, yet no knowledge can reach academic status if it's not written in English. The question of language for her is first and foremost a political question driven by inequality, which is not only a social problem, but also a parameter of knowledge. The last question was about decolonizing ignorance. Should we look inside the folds towards our shadowy areas to learn what we don't know? So Silwa talked principally on how internet creates a bias because it belongs to a neoliberal system. So for her, internet only reproduces and builds inequalities, especially of gender and also of race and class. For example, if you do a research on Google, the first results that will come up will not be results of women researchers and will not be results of southern researchers who are not known. And that's all. Donc, je te rejoins en fait parfaitement en fait dans ce que tu dis. En fait, il faudrait bien intégrer en fait la question du genre dans nos questionnements, bien qu'on soit pas forcément concerné de manière directe, quoique en fait, en termes d'espèces, Oui. en tant qu'humain, en fait, on est concerné par toutes les questions qui concernent les humains, qu'on soit femme, homme, trans ou autre. Donc oui, merci beaucoup. Et je sais pas en fait si tu as un mot de clôture que tu voudrais bien rajouter avant de Merci finir beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de cette conversation et puis j'attends de découvrir en ligne tous les événements et toutes les rencontres que vous avez organisées. Et bravo à vous pour cette initiative. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère.